Alors que le groupe islamiste HTS s'est emparé de Damas en Syrie en décembre 2024, induisant la chute du régime de Bachar al-Assad, le nouveau gouvernement syrien se constitue de fil en aiguille et le nouveau ministre de la Justice fraîchement nommé est un certain Shadi al-Waizi. Il a été récemment identifié sur 2 vidéos datant de 2015 quand il était alors juge islamique ou un véritable tortionnaire, disons-le, dans son propre pays, anciennement sous Al-Nosra et où il supervisait l'exécution de 2 prostituées. Nous sommes avec Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction du média Omerta et auteur de 2 ouvrages, donc La vérité du terrain et d'un autre qui s'intitule Jusqu'au dernier Ukrainien. Il est en studio avec nous et il va nous éclairer sur cette nouvelle qui provoque une certaine effervescence, ô combien préoccupante, comme vous pouvez vous en douter, chers auditeurs. Donc bonjour Régis. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Alors la première question que l'on peut se poser, c'est comment expliquer qu'une figure controversée comme Shadi al-Waizi, liée à des pratiques d'une barbarie hors norme quand même, soit nommée ministre de la Justice. C'est quand même assez paradoxal dans un élan de transition politique qui est attendu par beaucoup. Oui, en effet. Alors c'est un petit peu le retour de flamme, on va dire, en raison de ce qu'on a pu raconter ou des fantasmes qu'on a pu plaquer sur tous les espoirs soulevés par l'arrivée de Jolani, donc à la tête de la Syrie, le départ de Bachar el-Assad. Il y a une forme d'euphorie qui ont un petit peu masqué les réalités. Alors une euphorie légitime de la part de Syriens qui mettaient, voyez, un terme à 60 années de dictature de Bachar el-Assad, découvrait avec horreur aussi ce qu'on savait déjà, mais dont on réalisait l'ampleur, c'est-à-dire les massacres qui ont pu être commis, l'univers carcéral d'Assad avec toutes ces atrocités perpétrées sur des générations. Bref, par rapport à ça, il y a eu en Syrie donc une sorte de vent d'espoir, et donc Jolani, le nouveau le patron d'HTS, celui qui a réussi cette blitzkrieg jusqu'à conquérir Damas, était le bénéficiaire. Donc lui-même a quand même dans son discours évolué par rapport à ce qu'il a pu être, mais la présence d'un tel personnage dans son équipe, et il n'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'il a nommé dans des postes clés à la défense des représentants d'un groupe qui s'appelle Ahrar al-Sham, qui est aussi un groupe djihadiste avec lequel HTS cohabitait dans la zone d'Idlib. Faut pas oublier que tous ces gens-là se sont retrouvés pendant 8 ans dans cette province du nord-ouest de la Syrie, la dernière province qui à l'époque était contrôlée par l'opposition. Et puis eh bien en fait Jolani s'est entouré des plus fidèles finalement, et à travers ce pédigré, on se rend compte finalement de la véritable nature de ce groupe, dont il est quand même difficile aujourd'hui d'imaginer qu'il ait changé, qu'il se soit métamorphosé, et on nous refait malheureusement médiatiquement toujours le coup de ce que j'appelais moi en 2021 des talibans inclusifs au moment du retour du mouvement à la tête de l'Afghanistan. On avait voulu fantasmer une sorte de réunion nationale. Certains politiques en Europe avaient même imaginé que le gouvernement taliban prendrait des membres de l'opposition, qu'on avait même évoqué une femme. Enfin bref, une évolution notoire par rapport aux pratiques barbares que les talibans avaient appliquées sur l'Afghanistan entre 1996 et 2001. Puis on s'est rendu compte aujourd'hui, la dernière mesure qui a été prise par le Mollah Hakoun, qui est le chef des talibans, c'est d'interdire de construire
construire des immeubles où il peut y avoir un vis-à-vis un vis-à-vis avec des endroits où il y a des femmes. C'est-à-dire qu'il faut pas faire de fenêtres qui pourraient permettre de voir les femmes. Donc on en est là. Les femmes n'ont pas le droit de parler entre elles dans la rue, elles n'ont pas le droit d'écouter de la musique. Ça, c'est les dernières fatwas qui ont été éditées. Donc là, on est avec un gouvernement qui donc est composé de djihadistes et la présence de ce juge de la charia comme ministre de la justice, c'est d'abord une façon pour Jolani de s'entourer de ses fidèles, de montrer qu'il ne peut pas s'ouvrir parce qu'il ne contrôle pas tout, parce que HTS c'est peut-être 20 ou 30 000 combattants, mais est-ce que ça suffit pour contrôler la Syrie? Ça, c'est une grande question. Qu'il y a des groupes djihadistes derrière, dont certains lui sont hostiles, donc son pouvoir n'est pas complètement assis. Et du coup, il est obligé de s'entourer des plus fidèles des fidèles, qui sont des djihadistes, parce que Ahmed al-Shara, et du vrai nom de Jolani, est un djihadiste. C'est quelqu'un qui a tué des Américains au sein d'Al-Qaïda en Irak, qui a participé à l'élaboration du projet de Daesh, qui a été un des bras droits du calife Abou Bakr al-Baghdadi, qu'il a côtoyé en prison, et qui ensuite a fondé le Jabhat al-Nusra, qui est une émanation qui à l'époque était qui est cette fois inféodé à Al-Qaïda et qui s'est détaché d'Al-Qaïda seulement en 2016. Donc voilà, c'est un retour, cette découverte-là est un retour brutal sur la réalité syrienne, où je tiens quand même à préciser aussi que maintenant que les médias se sont un peu éteints sur ce sujet, beaucoup de massacres sont perpétrés, notamment d'Alaouites, dans des zones villageoises autour de Homs, du côté de Latakia aussi. Il y a des exécutions sommaires qui ont eu lieu, il y a des tortures qui continuent à se perpétrer en Syrie aujourd'hui. Évidemment, c'est moins, c'est moins catchy, pour prendre un vocabulaire à la mode, de montrer ça que l'effervescence qui fête le départ de Bachar. Mais la réalité, c'est que la Syrie est loin d'avoir soldé ses fantômes, et que malheureusement, d'un dictateur, on risque de se rendre compte qu'un autre dictateur est arrivé. Oui, tout à fait. Le groupe HTS ne cesse de se revendiquer nationaliste aujourd'hui. Donc bon, c'est encore une fois assez paradoxal, puisque c'est un groupe qui applique la charia. Hein. Et selon mais comme les talibans, pardon, oui. Mais Jolani a toujours professé d'avoir une optique nationale syrienne, même quand il était à Idlib, même quand il était à Raqqa. C'est lui qui a conquis Raqqa, faut pas l'oublier, qui est devenu la capitale ensuite de l'État islamique. Ça, c'est des choses que je rappelle, qui me paraissent basiques, mais que je ne vois pas écrites dans Le Monde ou dans d'autres journaux qui sont plutôt tendance à être encore ébahis par le personnage. Ce qu'il faut vraiment comprendre à la racine, c'est ça, c'est que on est face à des djihadistes, des gens qui ont cette idéologie chevillée au corps, et on ne sort pas d'une idéologie comme ça pour devenir démocrate du jour au lendemain. Oui, voilà, donc est-ce que selon vous c'est une genre de stratégie à des fins un peu opportunistes en réalité, pour gagner pourquoi pas la légitimité à l'international, ou alors c'est une stratégie sincère entre guillemets? C'est évident. Alors il peut y avoir une esquisse de solution pour les problèmes de la Syrie, on sait que il se situe dans l'amélioration des conditions de vie des Syriens. Les Syriens sont sous sanctions, en particulier sur les sanctions de la loi César, qui ont été revotées par le Congrès américain, qui interdisent toute société occidentale de commercer avec la Syrie, et qui fait que la Syrie est un pays qui a été véritablement affamé pendant 8 ans. Une grande partie de l'explication de l'effondrement du régime de Bachar el-Assad est liée à ces sanctions, au fait que le peuple a perdu tout espoir d'amélioration de sa vie, et quand l'opposition a fait cette blitzkrieg sur la Syrie, beaucoup de soldats de Bachar ne se sont pas levés pour le défendre. Il y a peut-être eu des consignes, enfin tout ça n'est pas encore très clair, mais toujours est-il que la réalité, c'est que la Syrie doit avoir de l'argent. La Syrie, si le projet de Jolani
Jolani doit voir le jour, eh bien il faut que la Syrie sorte de cet étau, et pour sortir de cet étau, eh bien il faut montrer les yeux doux aux Occidentaux. Il faut accueillir toutes les délégations possibles et imaginables dans la manière la plus formelle possible. Et ce dont on se rend compte, c'est que Jolani a repris la place de Bachar el-Assad avec le drapeau, un nouveau drapeau derrière, mais c'est dans les mêmes lieux quasiment qu'il reçoit ses hôtes étrangers. Il a reçu des délégations venues des Émirats, venues du Qatar, des délégations évidemment venues d'Europe. Et là, on peut se demander quelle est pour le moment, on peut comprendre que l'Europe, et en particulier la France et l'Allemagne, puisque Annalena Baerbock et Jean-Noël Barrot sont allés, donc les deux ministres des Affaires étrangères allemands et français sont allés tous les deux rencontrer Jolani. Bon, pour le moment, c'est un round d'observation. Moi, je trouve qu'on se précipite un peu rapidement pour renouer avec ce personnage et avec tout ce qu'il y a derrière. On l'a pas fait pour les talibans. On a dit les talibans restent un gouvernement illégal qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne reconnaît toujours pas. Pourquoi devrait-on reconnaître un gouvernement composé de gens qui sont issus de Daesh et issus de l'état-major de Daesh? C'est ça la question. Alors qu'on en est à fêter, à commémorer les 10 ans de Charlie Hebdo, et qu'en novembre on commémorera les 10 ans du Bataclan, parfois j'ai l'impression qu'on n'a rien compris, ou qu'on ne veut pas comprendre que le même mal a été perpétré par ces gens, et qu'avant de leur donner des gages et d'imaginer qu'ils peuvent réussir un projet, parce que c'est possible, je ne le nie pas, il y a peut-être voilà, mais eux ont intérêt, s'ils veulent que le projet aille au bout, s'ils veulent que l'unité nationale se recrée, à ce que la Syrie prospère, parce que sinon les Syriens se retourneront vers d'autres, et ça risque d'être la déchirure, et ça risque de se terminer en scénario à la libyenne, avec un pays à genoux et dirigé par des milices qui tiennent sous coupe réglée des pans entiers du pays, suivant le groupe ethno-religieux auquel ils appartiennent, les Druzes au sud, les Kurdes au nord, les Alaouites sur la côte, et les sunnites et les chiites un petit peu à droite à gauche. Voilà. Oui, donc il risque certainement d'avoir des tensions intercommunautaires. Mais il y en a déjà, il y a vraiment la question des armes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Syrie regorge d'armes. Ces groupes, et ce qu'essaye de faire HTS aujourd'hui, c'est de faire que d'intégrer notamment les Kurdes, ça va être difficile, mais pour ce qui est des Druzes au sud, dans la zone de Soueïda et d'Era, de récupérer les armes. Mais les Kurdes ont dit non, les Druzes ont dit non. La condition de survie de ces groupes, justement, face à la menace que peut représenter HTS, pour eux, c'est justement de préserver leurs armes pour pouvoir se défendre. On est dans des groupes, il faut voir aussi qu'on est dans une philosophie djihadiste qui est une logique takfiri, qui vise à éliminer toute dissidence, mais surtout à éradiquer autre chose que la religion sunnite radicale. Même si Jolani se dit inclusif, même s'il dit qu'il faut respecter les minorités, ça fait un moment qu'il a ce mantra, mais en réalité, ces hommes, il y en a beaucoup qui n'expliquent pas ça. Il y a aussi beaucoup de groupes avec lesquels HTS à Idlib a cohabité, que ce soit les Ouïghours du parti islamique du Turkestan, les Ouzbeks, et puis certains Français radicaux aussi, qui sont dans le groupe Ansar al-Tawhid aujourd'hui, qui sont par exemple les disciples d'Omen Olsen, qui était ce djihadiste niçois qui a un groupe en Syrie aujourd'hui, donc des gens radicaux qui ont gardé des liens avec Al-Qaïda, qui sont voilà, donc tout ça existe, cohabite en Syrie, et n'a pas tout à fait le même agenda que le nouveau maître de la Syrie, qui lui espère conserver, appliquer et réunir tout le monde.
Le ministre des Affaires étrangères, Assad Al-Shaibani, parle de respecter le droit des minorités. Et là-bas, il y a encore une infime communauté chrétienne. Donc, comment les chrétiens locaux peuvent-ils être à minima confiants sur leur sécurité et sur leur place au sein d'une telle société ? Écoutez, les chrétiens, enfin, beaucoup de gens n'ont pas le choix. Il y a eu ce basculement. Ils espèrent que une page est tournée dans l'histoire de la Syrie. 60 ans de régime bassiste, de règne des mourabarades, de terreur des services de renseignement, mais aussi d'adhésion d'une partie de la population au camp de Bachar el-Assad. Sinon, Bachar el-Assad n'aurait jamais tenu, y compris une adhésion des sunnites. On dit souvent, ah oui, c'est les alaouites qui dominaient, etc. Mais en réalité, Bachar el-Assad avait une armée qui était composée de 70% au minimum sunnites, les 3/4 de ses généraux étaient sunnites, la moitié de son gouvernement et même sa femme était sunnite. Donc, si vous voulez, c'était un peu plus compliqué que une minorité qui domine une majorité et qui l'écrase d'une poigne de fer. Donc, ce maillage, on va dire ethno-religieux, qui était la Syrie, basé autour d'un concept de laïcité, a quand même fonctionné pendant des décennies. Le corollaire de tout ça, c'était effectivement une dictature impitoyable où, quand on s'écartait de la voie du pouvoir, on pouvait avoir de très très gros ennuis, voire être incarcéré dans ces prisons sordides dont on a vu beaucoup d'images. Là aujourd'hui, sur la question du respect des minorités, vous avez chez les chrétiens, je vous donnais un seul exemple, Alep était une ville chrétienne. Avant la guerre, il y avait 300 000 chrétiens à Alep. C'est une ville qui a été en partie façonnée avec des quartiers chrétiens et aujourd'hui, il n'y en a plus que 30 000. Voilà. Donc c'est quand même un signe que voilà. Donc le chrétien j'ai souvent tendance à un peu utiliser cette image, c'est le canari dans la mine, c'est celui qui va mourir en premier. Ou là, il y a les alaouites qui sont encore plus à risque que les chrétiens puisque émergence du pouvoir, minorité sur laquelle celui-ci s'est appuyé pendant des décennies et surtout ennemi historique des sunnites. Les rapports entre les alaouites et les sunnites ont toujours été des rapports très compliqués, très de domination d'un groupe sur l'autre. Donc voilà, tout ça est très complexe, mais oui, il y a la profession de foi de ce gouvernement de dire il faut respecter. Est-ce que tout ça est un gadget à destination de l'Occident pour obtenir des fonds ? Ça, c'est ma conclusion. Ou est-ce que finalement, c'est pour gagner du temps et finalement imposer un ordre islamique plus tard, ou en tout cas commencer à le faire et espérer se maintenir au pouvoir aussi. Voilà. Bon, il reste très peu de temps. Selon vous, Régis Le Sommier, quelle est la position que la France doit adopter, ou l'Europe, d'un point de vue plus général, quant à cette situation ? Mais écoutez, moi je pense que la France a un rôle à jouer en Syrie parce que elle a toujours été, on était la puissance mandataire, toute la bureaucratie syrienne, il y a beaucoup de choses qu'on a laissées en Syrie. Moi j'étais toujours très étonné dans certains reportages où quand on allait dans des villages, je rencontrais des personnes âgées souvent qui m'entendaient parler français avec mon photographe quand j'étais en reportage et qui venaient tout à coup tellement heureux de tout à coup parler français à nouveau parce qu'ils avaient appris le français à l'époque du mandat, ce qui fait qu'il y a vraiment un attachement à notre pays et notre pays a eu sur la Syrie comme sur le Liban aussi, peut-être plus sur le Liban que sur la Syrie, mais en tout cas un rôle stabilisateur, en tout cas à tenter de stabiliser ou en tout cas d'apporter des solutions autrefois. Malheureusement, pendant la guerre syrienne, on s'est un peu mis sur la touche tout seul en adoptant des positions qui n'étaient pas des positions de respect de nos intérêts là-bas, mais qui étaient une diplomatie moralisatrice incarnée par Laurent Fabius, qui a voulu soutenir cette opposition jusqu'à fournir des armes à des gens qui étaient des djihadistes. Donc, si vous voulez, on a voulu traiter le mal par le mal. Je suis pas sûr qu'en diplomatie, ni même en affaires internationales, ça soit la bonne solution. Et aujourd'hui, il serait bien d'insuffler au Quai d'Orsay
une dose de réalisme profond, de faire comme font les autres, c'est-à-dire quels sont nos intérêts là-bas, pourquoi on devrait reprendre pied. Si c'est simplement pour amuser la galerie et puis pour dire regardez, on est du bon côté, ça sert à rien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Régis Le Sommier. On va finir sur ces mots. Donc merci d'être intervenu à notre antenne. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction Omerta, reporter de guerre, auteur de La vérité du terrain et jusqu'au dernier Ukrainien. Donc à très bientôt. Merci.